Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Réinfo Famille, cette édition du mercredi 1er décembre 2021. J'espère que vous avez pensé à vos pneus d'hiver et à la sécurité. Effectivement, on va parler d'édition, on va parler de le prendre quand il est là, l'édition de Réinfo Famille, ce petit moment que j'ai le plaisir de monter pour parler de sujets d'actualité ou non, qui nous intéresse ici, qui nous fait du bien d'en parler ensemble au niveau des familles, justement de cette information, que ça fait du bien de se réinformer de la bonne façon. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Alors aujourd'hui, drôle de petite formule, je me suis vraiment amusée à monter ce petit moment parce que j'aime aller fouiller, j'aime aller comprendre et j'aime parler des choses qui me touchent personnellement en ce moment. On n'oublie pas que François Legault, le premier ministre, a bel et bien affirmé qu'il ne lèverait pas les mesures sanitaires. Donc, cette crise est maintenue seulement dans le but de vacciner ses enfants. On n'oublie pas non plus que quelques jours après, il a mentionné que cette vaccination ne serait pas obligatoire, que ce serait sans contrainte, sans vouloir forcer les parents parce qu'ils se doivent de bien comprendre l'importance de cette vaccination. Mais cette vaccination qui, on le sait, on l'a nommée, n'en est pas une, nous inquiète particulièrement lorsqu'on arrive ici dans cette idée de fausse pandémie. C'est là-dedans que je voulais vous emmener dans ce scandale qu'on a qualifié le scandale du siècle, le scandale médical et pharmaceutique du siècle. Donc, oui, c'est fait, on l'a nommé, cette fausse pandémie et ces conflits d'intérêts. Mais très intéressant d'aller voir, bien oui, ce n'est pas une arnaque, c'est effectivement un article paru dans le Journal du Québec qui date du 8 février 2010. Oui, mesdames et messieurs, on parle ici de l'arnaque, de cette fausse grippe, cette fausse pandémie qui a eu lieu en 2009. Vous souvenez-vous? Pourriez-vous faire l'effort de vous souvenir? Ce n'est pas un événement historique qui a eu lieu il y a 150 ans. C'était effectivement des journalistes qui, un an après, jour pour jour, avoir gobé ce que l'OMS, ici dans cet article-là que je viens de vous démontrer, je vous en lis un petit aperçu. Donc, c'était dans le Journal de Montréal, fausse pandémie et conflit d'intérêts. Donc, les experts québécois de l'époque et européens accuse l'Organisation mondiale de la santé d'avoir exagéré l'importance de la grippe, à l'époque qui était une simple grippe, la H1N1, d'avoir favorisé volontairement l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique. Nullement épargné par cette controverse, le gouvernement du Québec est blâmé d'avoir naïvement suivi le mouvement mondial. Ben oui, effectivement, on le dénotait un an après cette fausse pandémie de l'époque. Rappelez-vous, on démontrait par des articles les journalistes qui faisaient encore, je vous fais remarquer, à l'époque, leur travail. Il doit y avoir une question de subvention là-dedans qui ne doit pas être la même chose, parce que je vous amène immédiatement dans cet article avec, vous souvenez-vous, de Joseph Facal. J'adorais ces articles. Il a eu effectivement un blog dans le Journal de Montréal. Il était très populaire, 2010. On se souvient très bien de lui. Donc, son article, son blog, s'intitulait « Une étrange affaire ». Donc, j'aime bien qu'il montrait comme ça des points de l'actualité. C'est un homme très ouvert dans le monde. Et dans cet article, il nous dit, ce blog, donc c'est son opinion, qui dit que c'était incroyable de voir tout ça. Et il remontait jusqu'aux origines. Les spécialistes à l'époque disaient et nommaient qu'il y avait eu 13 000 morts pour qu'ils en fassent l'OMS. On l'a vu par conflit d'intérêts, fausse pandémie. Et aussi, il y a eu 13 000 morts dans le monde entier à l'époque de cette peur qui, voyez-vous comme ça ressemble, le même pattern, mais on parle bien d'une fausse pandémie qui a été nommée par les journalistes en 2010, donc un an après l'arrivée de tout ça. Et notre monsieur Joseph Facal nous disait qu'il y avait eu 13 000 morts.
et que les épidémiologues, donc du monde à l'époque, parce qu'on avait eu le retour des études comme nous avons présentement, et ils disaient tous que c'était la grippe ordinaire emportait la population entre 250 000 et 1,5 million de morts par année, que celle-ci, qui avait été mise dans les plus hautes alertes d'urgence pour mettre la population à avoir peur, et la population a peur, ça a fonctionné, il y avait seulement 13 000 morts. Donc, ça vous dit quelque chose par rapport à ce qu'on vit présentement. J'aime bien aller voir ce qui se passe dans le passé pour mieux comprendre qu'est-ce qui arrive maintenant. L'autre façon de dépeindre, c'était l'article du Protégez-vous. Je me souviens de l'avoir vu. J'avais trouvé extraordinaire qu'un article soit confié au complet. Donc, ça s'appelait « Le scandale de la grippe A », comme on l'appelait, la H1N1. Et ça disait, l'article est très intéressant à les lire et ça nous ramène effectivement, plus ça change, plus c'est pareil. On parle de conflit d'intérêts important à l'Organisation mondiale de la santé. Déjà à l'époque, ils auraient mené l'alerte pandémique de grippe. À l'époque, ils l'avaient juste maintenu comme ça, en alerte très élevée. Après ça, ils ont dû changer parce que ça ne fonctionne pas avec 13 000 morts, une pandémie. C'est pas ça la définition. Donc, c'est à partir de ça. C'était une pratique, une très bonne pratique. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a donc levé l'alerte d'un niveau très élevé et c'est ce qu'on leur reprochait à l'époque. Tout ce qui est important et tout ce qui a conduit à la formidable campagne de panique à laquelle on a assisté, c'est qu'elle constituait une occasion en or pour les représentants des labos qui savaient qu'ils toucheraient le gros lot en cas de proclamation de pandémie. Et voilà, c'était déjà tout su, tout dit, connu et mentionné dans cette revue qui est Protégez-vous, qui ont à cœur notre protection. Donc, ils n'en ont pas dit un mot durant la pandémie, mais après, ils avaient tous leur mot à dire. Je continue, ça ne cesse que de continuer. Le devoir, ce cher devoir, je fais le retour de la presse d'actualité. Vous me direz, on dirait des titres d'actualité, mais non, je vous rappelle que c'est bien 2010, la pseudo-pandémie, des alarmistes, gaspillage de fonds publics. Oui, ils sont plusieurs, encore une fois, dans les pays d'Europe à se réunir et à sévèrement critiquer tous les gouvernements qui ont suivi ce mouvement mondial d'alarme, de pandémie, pour uniquement par conflit d'intérêts, pour vendre plus, pour donner plus d'argent aux labos et vendre plus ce merveilleux vaccin. À l'époque, vous vous souvenez, c'était l'arrivée des adjuvants, donc ce nouveau traitement expérimental, encore une fois, donc s'est avéré avec plusieurs années étant catastrophique. On en reconnaît maintenant aujourd'hui tous les États, surtout chez cette classe de population qu'ils ont choisi de vacciner en premier, c'est-à-dire les femmes enceintes et les bébés. Fouillez-moi pourquoi, à l'époque, ça a été comme ça que ça a été décidé. Alors aujourd'hui, malheureusement, sans que les gens aient de recours, mais il y a des gens, des familles entières, des conséquences graves, on les connaît maintenant. Et ce sont tous ces mouvements de familles qui ne peuvent rien d'autre que de recevoir des compensations de ces grosses compagnies pharmaceutiques. Mais après quoi? Après que pendant l'année où ça se passait, que les médias se sont tus, ça donne quoi de le dire après? Tu protèges comment ta population de le dire après? Après qu'on ait connu les effets secondaires? Après qu'on ait connu les morts, l'infertilité, les problèmes liés aux grossesses? Alors, c'est exactement pourquoi j'emmène ce point, pour demander à cette même population de journalistes, toujours prêts à dénoncer quand ça fait leur affaire, mais que là, cette fois-ci, vous allez attendre quoi? Vous allez attendre que ce soit après tout ça? Ça fait plus de 18 mois, de 19 mois, ça fait plus de 625 jours. C'est long, là.
Vous allez avoir plus de difficultés à vous en sortir que vos pauvres petits articles que vous avez sortis 1 an trop tard. C'était trop peu, trop tard, il y a eu des morts. Mais vous continuez votre plan, puisque ça nous amène ensuite, après le devoir, donc tous les articles de 2010, je vous amène à ce plan québécois de promotion de la vaccination. Donc, on croirait que ça date aussi de cette gestion de la crise 2021. C'est hors de tout doute possible de croire qu'ils ont mis dès 2010. Grâce à Ève Dubé, je voulais vous la présenter aujourd'hui. Ève Dubé, qui est la prochaine diapo, et cette chercheure, finalement, justement, qui a produit en 2010 ce plan québécois de la promotion de la vaccination. Et ce plan, qu'est-ce qu'il fait? Bien, ses objectifs principaux sont d'atteindre et de maintenir, 2010, je vous parle, d'atteindre et de maintenir, c'est lors de ses premiers contrats. Donc, cette femme, Ève Dubé, elle est anthropologue. Elle est chercheure et elle travaille pour l'INSPQ. Donc, tout ce qui est santé publique passe entre ses mains. C'est elle qui rédige les rapports, c'est elle qui rédige les plans de promotion à cette vaccination. Elle n'en a aucunement les autorités, les talents ou les connaissances. C'est une anthropologue. Donc, c'est elle qui étudie l'humain. La science de l'étude de l'humain dans toutes ses sphères, autant physiques que psychologiques, que culturelles, religieux. Et elle s'est immiscée depuis le tout début avec le docteur Horacio Arruda. Ils sont là côte à côte depuis le début dans toutes ces rédactions de plans à la promotion de cette vaccination qui a plus ou moins marché en 2009, mais je me rappelle que le Québec était la population qui a battu des records dans le monde entier. Le peuple le plus vacciné au monde en 2009 était, bien sûr, le peuple québécois grâce aux bons soins de Ève Dubé et toute son équipe derrière elle. Donc, elle a pour but d'atteindre et de maintenir les objectifs de couverture vaccinale fixés dans le programme de santé publique, bien sûr, pour tous les groupes ciblés de Québécois par le programme québécois d'immunisation. Pardon pour les mots que j'ai de la misère ce matin, un peu de fatigue. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il n'y a plus d'autre façon de s'immuniser que par ça. Cette vaccination qui est constante, qui est là dans tous les rapports, dans tous les plans depuis ce jour, qui était là bien avant, vous me direz, mais je trouvais l'intérêt de cet anthropologue très intéressant, justement. Favoriser le respect du calendrier vaccinal, surtout chez les petits. Il ne faudrait pas qu'il en manque une dose. Comme ça amène la population à en croire au bon vaccin, à en croire au dialogue, que c'est la seule et unique façon de faire. Il n'y a plus de système immunitaire déjà dans ces années. C'est donc aussi de favoriser, cela je l'aime bien, des attitudes positives par rapport au vaccin chez les professionnels de la santé et favoriser leur propre vaccination. Et oui, c'était déjà là dans leur but en 2010. Favoriser des attitudes positives à l'égard de la vaccination dans la population pour qu'ils viennent à la demander, s'il vous plaît, et c'est ce qu'on vit 10 ans plus tard, s'il vous plaît, à coût de 85-90 %, notre bon gouvernement, donnez-nous gratuitement, parce que c'est un des objectifs de le maintenir gratuit, parce que ça diminuerait évidemment le plan. Si la personne qui désire se faire protéger par cette injection, si elle avait à payer. Mais Ève Dubé et son équipe avaient bien travaillé l'histoire depuis ce temps et de le maintenir gratuit, c'est sûr que ça l'aide. Bravo pour cette planification. Réduire les inégalités dans les couvertures vaccinales aussi au sein de la population, ce sont quelques-uns des objectifs qui se sont posés. Ce qui est étrange à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont mis la vaccination chez les femmes enceintes en priorité.
Alors que tout le monde sait, tout le monde scientifique, les médecins s'entendent pour dire que nous ne vaccinons pas les femmes enceintes et c'est malheureusement à cause de toutes ces victimes qui sont subvenues suite à l'injection de cet adjuvant qu'il y a eu maintenant consensus de ne plus vacciner. Concernant les adjuvants, il y a eu des processus qui ont dû se resserrer suite à tous les effets secondaires répertoriés face à ce dangereux vaccin de l'époque qui avait eu malheureusement une mauvaise gestion. Conflit d'intérêts a été démontré. L'OMS a été partenaire d'un état d'alerte pour mettre de la panique à travers la population. Ce n'était pas du tout mondial. Il a fallu que des partenaires, dont le Québec, s'inventent des cas, exactement comme aujourd'hui, pour pouvoir prétendre une pandémie en état d'alerte à l'époque. Donc, c'est vraiment ce qui nous ramène à aujourd'hui. Je ne prétends rien. J'ai toujours le même discours. Je suis vaccino-prudente. Je me pose énormément de questions et je vois énormément de corrélations. Mais dans ce monde où la crise est prouvée, l'opposition commence à parler que ce n'est plus une crise sanitaire, mais c'est bel et bien politique. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais on n'est plus les seuls. Donc, je vais terminer tout simplement en vous laissant avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et son petite entrevue, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on traite ce gouvernement de menteur. Autant Roberge au niveau des écoles, autant le premier ministre au niveau des Nordiques, autant au niveau de cette vaccination, et c'est de garder ces mesures sanitaires en état et non démocratique. C'est non-respect à la démocratie, en fait. L'opposition se doit de s'opposer à ces décrets qui sont répétés de façon illégitime. Donc, on écoute mollement la réponse. Il ne faudrait pas qu'il dérange notre Paul Saint-Pierre Plamondon, mais quand même, il essaie quelque chose. On l'écoute dans son message de dénonciation. On a déjà demandé que les témoins qui ont menti, parce qu'ils ont vraisemblablement menti devant la coroner, soient contraints à nouveau de témoigner. Là, ce matin, s'ajoute une autre information, c'est que non seulement ils ont menti quant à l'existence de rapports écrits, mais ce qui a été présenté, jamais, de ce qu'on comprend, on a dit que c'était une reconstitution, que c'était une fabrication datée du 16 novembre. Donc, si l'information s'avère exacte et qu'on a fabriqué des documents sans spécifier qu'il s'agit d'une fabrication, ça aussi, c'est un mensonge important, c'est de la fabrication de faux. Donc, la coroner, devant ça, on espère, parce que c'est à elle de décider, elle mène son enquête, mais on espère qu'elle va contraindre tous ceux qui ont induit la coroner en erreur à revenir témoigner et qu'elle va exercer tous ses pouvoirs pour essayer de faire la lumière là-dessus, mais j'amène la nuance suivante. Il y a seulement une commission d'enquête publique et indépendante qui donnera tous les pouvoirs du commissaire pour justement saisir des documents, contraindre. Donc, plus on avance, plus l'argumentaire pour une vraie enquête qui est publique et indépendante avec un commissaire devient évident. Il faudrait juste avancer au micro, s'il vous plaît, pour vous entendre. C'est nouveau. Ah oui. Alors, vous avancez en fait qu'il y a peut-être une fabrication de faux documents. C'est sérieux comme allégation, oui. Ça? Et s'il y a effectivement eu fabrication de faux, c'est criminel. Alors, est-ce que vous demandez une enquête criminelle pour savoir, Non, vous avez dit... Donc, vous avancez des choses, puis c'est pas grave. Non, dans votre propre question, vous le dites, il y a peut-être fabrication de faux. Donc, oui, c'est pour ça qu'on demande des enquêtes, parce qu'on n'est pas sûr. Exactement. Si on était sûr, on ne demanderait pas d'enquête. D'où la nécessité de ramener ces témoins-là devant la coroner, qu'ils s'expliquent. Pourquoi avez-vous déposé un document daté du 16 novembre sans spécifier qu'il s'agit d'un document qui a été créé le 16 novembre, ce qui laissait croire à la coroner que c'était les originaux? Pourquoi? Il me semble que c'est ça la première étape, avant de lancer là, des enquêtes à d'autres niveaux. Laissons la coroner faire son travail. J'espère vraiment qu'elle entendra à nouveau toutes les personnes qui n'ont pas dit la vérité sur l'existence de rapports écrits et qui n'ont pas spécifié qu'il s'agissait d'un document
créé de toutes pièces le jour même du témoignage de Mme Rosebush. Que le gouvernement majoritaire gouverne et dirige de décret en décret commence à vraiment déranger l'opposition, même si c'est timidement qu'il le dit. Il le nomme et les chefs de l'opposition s'entendront, je l'espère, et s'uniront pour dire que c'est suffit, ce règne démocratique complètement en dehors de la politique, de tout ce qui est raisonnable. Alors, on demande cette entente au premier ministre de bien vouloir cesser ce décret et à la demande de l'opposition de pouvoir enfin en discuter en chambre. Donc, on entend la gronde parmi les partis politiques et c'est très bien ainsi. Donc, je vous reviens ici pour la vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans. Vous l'avez peut-être vu, là, elle est disponible sur l'INSPQ. Je veux juste vous dire que c'est encore F. Dubé, en 2021, qui est la rédactrice, en fait l'auteur de ces publications. Vous irez voir nombre de publications de cette femme, toutes des publications contre la famille québécoise. Alors, pour ceux qui sont politiquement au courant, c'est clairement le lien où est-ce qu'il se dirige, c'est-à-dire faire mal aux familles québécoises. Donc, 11 ans plus tard, c'est ma question aujourd'hui. Les journalistes, allez-vous vous lever debout et enfin dénoncer tout ce qui pend au bout de votre nez, ou allez-vous rester confortablement dans vos conflits d'intérêts, conflits de loyauté ou tout simplement votre corruption? Parce que l'on a une population de 5 à 11 ans, qu'on a démontré que les bénéfices-risques n'étaient absolument pas les mêmes que chez les adultes, puisque les risques versus les bénéfices ne sont rien. Quand on parle d'une population qui est peu touchée, d'une population, nos tout petits, même jusqu'à 16 ans. Il n'y a eu aucun décès, que les maladies sont là, mais sont très peu fortes ou durent très peu longtemps. Que oui, des fois, il y a certains enfants, même dans les cas d'influenza, il y en a toujours eu des décès chez nos petits, nos enfants, nos adolescents, mais ce sont des cas très rares. Et c'est la même chose pour la COVID-19. Donc, ceci étant dit, levons le voile sur la politique, rappelons-nous d'où on vient, parce que ce n'est pas dans un passé si lointain que nous est arrivé ce scandale des années 2010 qui s'est poursuivi grâce à des collabos incroyables, Santé Canada et aussi l'INSPQ. Donc, toutes ces recherches qui, j'ai été vérifiées, sont évidemment approuvées par l'OMS et subventionnées. Et donc, l'imputabilité, toujours la même histoire. D'où vient l'argent et ça rapporte à qui? Alors, j'espère aussi que vous allez pouvoir prendre connaissance. Les familles, on tient à vous, vous mettre dans l'action, vous mettre dans vos positions de reprendre votre pouvoir face à toutes ces attaques qui concernent nos familles. Je vous remercie pour tout le monde. C'était la petite version du 1er décembre. Prenez soin de vous. Passez une excellente fin de journée et je vous retrouve demain dès midi dans le Réinfo d'André pour notre petite section. Nous avons à parler des lois et du barreau. J'y reviens demain pour un petit retour avec vous. Passez une excellente journée. C'était Carole Martel pour Réinfo Famille. À bientôt tout le monde.